Bonjour, eh ben c'est parti. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la découverte de l'espace, de l'univers. Alors à la fois par rapport aux connaissances qu'on a construites, qu'on a accumulées jusqu'à présent, mais aussi ce qui m'a le plus intéressé, c'est comment on a construit ces connaissances, comment ça s'est fait, à travers quels acteurs principaux, comment ça se relie, comment ces constructions successives se relient les unes aux autres. Et puis, bon, on ne le verra pas là, mais l'astronomie étant un domaine particulièrement important, particulièrement prestigieux, il y a eu bien sûr énormément d'enjeux, de conflits, de luttes, d'influences religieuses, etc., qui sont venus compliquer la simple question de la connaissance. Connaissance, comment le monde qui nous entoure fonctionne-t-il? Il n'y a pas eu que ce seul enjeu de connaissance, le moins qu'on puisse dire. Même jusqu'à la fin du 19e siècle, les scientifiques, pour la plupart, se prétendaient simplement observateurs neutres et parfaitement objectifs, ne faisant que retranscrire en termes mathématiques ce qu'ils observaient. Et c'est après, avec Einstein et compagnie, qu'on a vraiment pris conscience et admis que le scientifique n'était pas qu'un observateur objectif. Certes, quand il observe, il doit être objectif le plus possible. Mais par contre, quand il invente une théorie, là, il est un créateur, il fait ça avec son esprit, avec ce qu'il est. Et la meilleure preuve, c'est que il n'est pas rare que sur certaines observations, on construise plusieurs théories différentes pour les expliquer. Ce qui montre bien que, contrairement à ce qu'on pensait avant, la théorie n'est pas créée par l'observation de façon directe. Bon, enfin, c'est une grande aventure donc dans laquelle on va rentrer, qui s'étend sur des siècles, même des millénaires. Et on va commencer par le commencement, c'est-à-dire ce que tout un chacun peut observer simplement en levant le nez pour regarder ce qui se passe là-haut, dans le ciel. Donc dans le ciel, on observe essentiellement le soleil dans la journée, et puis les astres la nuit, donc la lune, les étoiles, qui sont là aussi dans la journée, mais qu'on ne peut pas voir à cause de la lumière très brillante du soleil. Et le premier constat que tout le monde peut faire là très facilement, c'est que les astres dans le ciel, que ce soit le soleil ou les étoiles, n'arrêtent pas de bouger. Ils n'arrêtent pas de bouger en plus d'une manière assez particulière, parce qu'ils bougent tous de la même façon. Si on prend par exemple une photo en pause, on voit que ce qui est dans le ciel tourne. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le ciel se déplace suivant des cercles. Et des cercles qui sont concentriques, des cercles qui ont tous le même centre. Donc le soleil, la lune, les étoiles, tout ça, ça tourne sur des cercles. Alors ça plaisait beaucoup aux Grecs, puisque pour les Grecs, le cercle est par excellence la figure mathématique parfaite, donc la figure qui représente les dieux. Et comme le ciel est la demeure des dieux, que tout tourne selon des cercles, c'est logique. Tout se tient très bien. Alors ça pose une première question qui paraît toute simple mais qui ne l'est pas. Est-ce que c'est la Terre ou est-ce que c'est le ciel qui tourne? Alors c'est pas très facile de répondre. Dans un premier temps, on a répondu essentiellement, pardon, je reviens, voilà. Dans un premier temps, on a répondu essentiellement pendant des siècles et des millénaires que, bien évidemment, la Terre était fixe, parce que si elle n'était pas fixe, on la sentirait bouger sous nos pieds, et que c'est le reste du monde qui tourne autour de nous. Alors, c'est une façon de voir
qui est simple, mais qui pose pas mal de questions qui sont compliquées. Comment se fait-il que tout le reste de l'univers, tout ce qu'il y a dans le ciel, tourne autour de nous de façon aussi régulière, de façon aussi ordonnée, tellement ordonnée que quand on repère par exemple quelques étoiles qui forment un dessin dans le ciel, eh bien ce dessin, on le voit qui tourne au cours de la nuit, sans se déformer, sans que les positions relatives des étoiles varient. Ce même dessin, on va le retrouver le lendemain, le surlendemain, l'année d'après. Donc le ciel tourne complètement en bloc, comme si c'était un solide. Donc ce qui pose la question, très embêtante, quel est le mécanisme, qu'est-ce qui fait que tout ce qui est là-haut tourne en bloc? Bon, la réponse n'est pas évidente. Les Grecs disaient que le ciel était un tissu percé de trous et à travers lequel on voyait la lumière chez les dieux, mais bon, c'est une explication qui n'explique pas tout, qui n'explique pas notamment ce mouvement de rotation. Alors ensuite, bien plus tard, est venue une autre idée, c'est peut-être que en fait tout est fixe et que c'est simplement la Terre qui tourne. Alors c'est une explication qui est beaucoup plus simple que la précédente, parce qu'elle met très peu de choses en jeu. Par contre, vous connaissez l'histoire, vous savez que ceux qui ont commencé à prétendre ce genre de choses se sont retrouvés en lutte à des tas de difficultés, notamment par rapport à l'Église, qui voyait là une attaque du fait que la Terre devenait une position beaucoup moins centrale, beaucoup moins prestigieuse, il n'y avait plus tout qui tournait autour d'elle comme la cour autour du roi. Alors on peut vérifier aujourd'hui que si la Terre tourne, il doit y avoir une force centrifuge. La force centrifuge, c'est ce qui, quand on tourne, nous pousse vers l'extérieur. Tout le monde connaît ça en voiture. Quand on prend un virage, on est poussé vers l'extérieur du virage. Effectivement, on peut vérifier aujourd'hui qu'on est très légèrement moins lourd à l'équateur qu'au pôle, ce qui constitue une preuve en faveur du fait que la Terre tourne sur elle-même. En tout cas, ça donne quelque chose de très cohérent avec cette hypothèse-là. Donc aujourd'hui, il est beaucoup plus simple de considérer que la Terre est fixe, tourne sur elle-même et que le reste de l'univers est fixe. Mais ça n'a pas été simple pour arriver jusque-là. Au passage, vous connaissez l'histoire de Galilée, qui aurait peut-être prononcé une phrase du genre « et pourtant elle tourne », donc qui proposait de placer le Soleil au centre de l'univers, et qui disait que la Terre tournait sur elle-même, que ce n'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre. Donc Galilée a évité le bûcher parce qu'il avait des protecteurs puissants, mais l'Église lui a quand même gardé rancune assez longtemps, puisqu'il n'a été réhabilité par l'Église catholique qu'en 1992, c'est-à-dire vers la toute fin du XXe siècle. Galilée, pour mémoire, ça se passait à la Renaissance. Alors deuxième constat que chacun peut faire, c'est toujours à midi que le soleil est le plus haut dans le ciel. Alors quand je vous dis ça, c'est pas forcément si simple. D'abord, qu'est-ce que c'est que midi? On peut définir, on va dire que midi, c'est le moment où le soleil est le plus haut dans le ciel. Donc vous plantez un bâton dans la terre, et puis vous marquez avec un caillou ou n'importe quoi, un autre petit bâton, vous marquez le bout de l'ombre, et puis au fur et à mesure que la matinée passe, que la journée s'avance, vous marquez successivement les positions du soleil, les positions de l'ombre. Et après, en regardant les différentes positions, vous allez trouver qu'il y en a une qui est la plus courte, là où l'ombre est la plus courte, donc là où le soleil est le plus haut dans le ciel. Et bien cette position, avec le bâton, vous permet de déterminer le sud. Et le sud, c'est l'endroit où les astres passent au plus haut dans le ciel. Le soleil, les étoiles passent
au plus haut de leur trajectoire, au sud. Alors il y a juste un petit ennui, c'est que le soleil, lui, il est toujours à midi, au plus haut, toujours impeccable, et lui, il bouge pas, à midi, il est là. Mais si vous disposez d'une montre, et que par exemple vous observez la position des étoiles à minuit, donc toujours à la même heure, hein, de même que le soleil, vous allez vous apercevoir assez facilement que les étoiles ne se retrouvent pas au même endroit d'un mois sur l'autre. Alors d'une journée sur l'autre, on ne voit pas trop la différence à l'œil nu, on ne la voit pas du tout. Mais par contre, au bout d'un mois, ça fait quand même 30 degrés. Au bout de 2 mois, ça fait 60 degrés. Au bout de 6 mois, ça fait un demi-tour de ciel. Donc les étoiles, elles se déplacent. Elles se décalent dans ce mouvement de rotation. Elles ne tournent pas comme le soleil. Alors ça fait un sacré problème qui a empoisonné les nuits et les journées d'un certain nombre d'astronomes antiques, hein, qui se demandaient bien pourquoi, comment ça se fait. Les Grecs ont appelé les astres qui avaient ces propriétés, les astres qui ne tournaient pas comme les étoiles, ils les ont appelés les planétos, c'est-à-dire les astres errants, hein, ceux qui bougent. Alors en fait, l'explication d'aujourd'hui, c'est que il y a deux sortes de journées. Il y a ce qu'on appelle le jour sidéral, où la Terre fait un tour complet, donc elle tourne de 360 degrés sur elle-même, très bien. Et là, au bout d'un tour complet, elle se retrouve exactement pile poil dans la même position par rapport aux étoiles. Donc là, les étoiles, on les retrouve exactement au même endroit tout le temps. Mais pendant que la Terre a tourné sur elle-même, entre la Terre et le Soleil, il s'est créé un décalage. Le Soleil n'est plus en face de la Terre. Et il va falloir attendre 4 minutes pour retrouver le Soleil en face, bien au sud. Donc il y a un écart entre le jour tel que nous le connaissons, la journée de 24 heures telle qu'elle est définie, de midi à midi, et le jour sidéral, c'est-à-dire le jour où la Terre fait juste un tour complet sur elle-même. Donc un jour sidéral, ça dure 24 heures moins 4 minutes. Et donc pourquoi est-ce que tout ça se produit? Eh bien c'est tout simplement que un modèle pour expliquer ça, un modèle qui a été adopté, qui est le modèle le plus simple, hein, auquel on puisse penser, c'est que le Soleil constitue un astre central, la Terre tourne autour de lui sur un plan qu'on appelle l'écliptique. Hein, vous pouvez imaginer que la Terre et le Soleil sont deux boules posées sur une table, la table c'est l'écliptique, et la Terre tourne autour du Soleil gentiment, ce qui fait que, au bout d'un an, eh bien, le Soleil et les étoiles, par rapport à la Terre, n'ont pas tourné de la même façon. À ce stade, d'ailleurs, on peut remarquer que considérer que c'est le Soleil qui nous tourne autour de la Terre ou c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, ça ne change pas grand-chose pour l'instant. Hein. Mais en tout cas, il y a une rotation que n'ont pas les étoiles. Alors, troisième constat que chacun peut faire, là c'est un petit peu plus compliqué à faire, mais avec de la minutie et de la patience, on y arrive quand même assez bien. C'est que dans tous les pays, partout où on se trouve, partout sur Terre, quand on regarde la hauteur du Soleil à midi, en fonction des saisons, eh bien cette hauteur du Soleil varie de 47 degrés, entre le moment où le Soleil est au plus haut et le moment où il est au plus bas, c'est-à-dire entre l'hiver et l'été. Alors pourquoi 47 degrés? L'explication sur laquelle on s'est mis d'accord finalement, hein, c'est que la Terre tourne sur elle-même, on l'a vu, mais elle ne tourne pas, c'est une toupie, mais cette toupie ne tourne pas, n'a pas un axe qui est bien droit, qui est bien vertical par rapport à la table de l'écliptique. Cet axe, il est penché.
et il est penché de 23,5 degrés, hein, ce qui explique ces variations que l'on voit entre l'hiver et l'été. Alors, ces trois constats, ils sont relativement faciles à faire, ils sont à la portée de vous et de moi, avec simplement un moyen de mesurer des angles du style un rapporteur ou un papier, un crayon, hein. On peut mesurer des angles en mesurant la hauteur et la longueur, hein, et en faisant des petits calculs. Donc tout un chacun peut faire ça, n'empêche que pour arriver à ce constat, à ce modèle de la Terre qui tourne autour du Soleil en étant incliné sur son axe de rotation, bah, c'est un modèle qui a mis des millénaires, plusieurs millénaires, à finalement s'imposer, notamment pour des raisons religieuses et politiques, hein, comme on l'a vu. Alors à partir du moment où on a construit ce modèle de la Terre qui tourne autour du Soleil, il y a quelque chose que les astronomes ont remarqué, qui était extrêmement intéressant, c'est que jusqu'alors, pour mesurer la position d'une étoile dans le ciel, ben, on n'avait pas d'autre solution que de regarder à combien elle s'élève, hein, quel est l'angle entre l'horizon, entre l'horizontale et puis l'étoile, hein, combien il faut monter au-dessus du sol, et puis par rapport au sud, par exemple, qu'on a soigneusement repéré, ben, quel est l'angle de cette étoile par rapport au sud. Mais malheureusement, si on veut partager cette observation avec d'autres astronomes qui se situent à d'autres endroits de la Terre, il ne suffira pas de leur donner ces deux angles, parce que ces deux angles ne sont pas les mêmes selon l'heure, selon la saison, selon l'endroit où on se trouve. Et donc il va falloir que je dise, pour chaque étoile que j'ai observée, à tous les autres astronomes, il faut que je leur dise les deux angles, l'heure, la date, l'endroit où j'habite, donc éventuellement la longitude et latitude de l'endroit où j'habite. Donc ça fait beaucoup de données à fournir pour l'observation d'une seule étoile. Alors les astronomes ont eu l'idée extrêmement astucieuse de dire mais au fait, l'équateur, donc ce plan qui est perpendiculaire à l'axe de rotation de la Terre, on peut le revoir sur le schéma précédent. Donc l'équateur, c'est cette ligne ici qui est perpendiculaire à l'axe de rotation qui est là. L'équateur, c'est un plan qui ne bouge pas. Alors ça se déplace autour du Soleil, mais l'orientation de l'équateur par rapport aux étoiles est toujours la même. Donc ça constitue un point de repère excellent. Si on mesure l'angle qu'on appelle la déclinaison entre l'équateur, le plan de l'équateur et l'étoile qu'on vise, eh bien cette déclinaison, elle ne dépend plus de l'heure, de la date, de l'endroit où je me trouve. Cet angle est le même pour tout le monde, pour tous les observateurs. Donc il ne restait plus à ce moment-là qu'à choisir quelque part dans le plan de l'équateur une ligne de référence. C'est la ligne qui va vers ce qu'on appelle le point vernal, donc qui est ce vers quoi le soleil pointe lorsqu'on est à l'équinoxe de printemps. Bon, c'est complètement arbitraire comme choix. Mais à partir de là, eh bien, avec ces deux angles, l'ascension droite et la déclinaison, eh bien, on est capable de définir la position d'un objet céleste, et ces deux nombres sont valables pour tout le monde, tout le temps. Alors cette manière de poser les observations a favorisé l'établissement de catalogues d'étoiles précis, puisqu'on a pu facilement noter que voilà, telle étoile, je l'appelle de telle manière, elle se trouve à tel endroit, donc je mets les deux angles, et ainsi de suite. Et ce repère a aussi favorisé la coopération, bien sûr, entre
les astronomes du monde entier qui ont pu partager leurs informations, utiliser les observations des autres pour aller les vérifier, pour aller les compléter. Alors pour être tout à fait précis, bon, le repère équatorial en fait n'est pas absolument stable parce qu'il y a d'autres mouvements dont je ne parlerai pas dans la rotation de la Terre qui font que ce repère équatorial bouge légèrement chaque année, alors de manière presque insignifiante, mais n'empêche qu'au bout de 27 000 ans, il a fait un tour complet sur lui-même. Donc par exemple, si on fait des observations sur une durée de plusieurs milliers d'années, on ne peut pas se contenter d'utiliser ce repère équatorial. Bon, fin de la parenthèse. À notre échelle, pour faire des observations sur 5 ans, 10 ans, repère équatorial, c'est parfait. Surtout que nous n'avons pas non plus à notre disposition des instruments qui permettent des précisions à la seconde d'arc. Alors le mouvement de la Terre tel qu'on l'a vu, ce mouvement, donc la Terre qui tourne sur elle-même, la Terre qui se balade autour du Soleil et la Terre dont l'axe de rotation est incliné autour du Soleil, ça a beaucoup de conséquences, ça explique, enfin ça crée beaucoup de phénomènes, donc l'alternance jour-nuit bien sûr, mais aussi le fait que il y ait des saisons et donc que la durée du jour, la durée de la nuit ne sont pas tout le temps les mêmes. Les nuits sont plus courtes en hiver. Les tropiques, bon, vous connaissez les tropiques. Les tropiques, donc, ce sont les lignes qui sont près de l'équateur. Quand on est entre les deux tropiques, eh bien, il y a un moment dans l'année où on voit passer le soleil à la verticale, pile au-dessus de nos têtes. Par contre, quand on est en dehors de cette zone tropicale, le soleil ne monte jamais, jamais à la verticale. Et puis il y a le cercle polaire, au nord et au sud. Quand on est à l'intérieur du cercle polaire, il y a des moments dans l'année où le soleil ne se couche plus, et il y a des moments dans l'année où le soleil ne se lève plus. Donc ça fait beaucoup de variations, beaucoup de phénomènes dans le climat terrestre, en tout cas dans la manière dont la Terre est éclairée. Alors maintenant, on va voir ça en pratique. Donc tous ces phénomènes, qu'est-ce que ça donne? Là, on est en train d'observer la Terre qui tourne, donc le Soleil qui part à droite, et on voit la Terre qui tourne, donc inclinée sur son axe. L'axe est devant nous. Le pôle Nord, il est plus loin, là-haut, que le pôle Sud. Le pôle Sud, il est plus vers nous. La Terre est inclinée vers nous. Elle est inclinée à l'opposé de nous. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'équinoxe. C'est l'équinoxe, le jour dure autant que la nuit. Vous voyez que l'ombre, la zone de séparation entre l'ombre et la lumière, passe exactement par les pôles. Alors, on fait le tour de la Terre. Vous voyez qu'elle est inclinée. Nous, on tourne sur l'écliptique, mais on voit bien que la Terre tourne en étant penchée. Elle est penchée d'un angle de 23,5 degrés par rapport à l'écliptique. Bien, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va grimper là-haut, on va passer au-dessus de la Terre, on va l'observer par le haut. Donc on va monter, on va venir perpendiculairement à l'écliptique. Donc voilà notre Terre qui tourne. Et là, bon, on va finir par y arriver. Voilà, on grimpe. Donc là, on est en train de monter au-dessus du pôle Nord. Donc on va voir la Terre vue par le dessus. Vous voyez que l'Afrique, maintenant, on la voit par la tranche. Voilà, et on est au-dessus du pôle Nord. On est monté, on est au-dessus du pôle Nord. Alors maintenant, on voit la Terre qui tourne, vue de là-haut. Donc c'est toujours l'équinoxe, même durée pour le jour et la nuit. Et maintenant, on va accélérer le temps. On va laisser passer 3 mois rapidement. Et pendant ces 3 mois, on va voir la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc, ou le Soleil qui tourne autour de la Terre, comme ça vous arrange. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Donc la Terre tourne, elle tourne, elle tourne, les jours passent.
Et petit à petit, vous voyez que bon, la Terre tourne autour du Soleil, et on va se retrouver avec le Soleil maintenant vers le haut de l'écran. Alors ça a eu pour conséquence de bien dégager le pôle Nord. Le pôle Nord est par là. Vous voyez que maintenant, au pôle Nord, il fait jour tout le temps. Le Soleil ne se couche plus. Tout l'hémisphère Nord là, qui est là, qu'on voit, est beaucoup mieux éclairé que pendant l'équinoxe. C'est l'été. Par contre, par symétrie, tout ce qui est du côté de l'hémisphère Sud, et en particulier le pôle Sud, bénéficie de beaucoup moins de soleil, c'est l'hiver en bas, et au pôle sud, c'est la nuit permanente, le soleil ne se lève jamais. Donc vous voyez, on voit très bien la banquise ici et le pôle nord, hein, où il fait tout le temps jour. Hein. Et on voit bien la limite du cercle polaire ici. Hein. Le cercle polaire, voilà, c'est ça. Bon, allez, maintenant, on fait encore tourner. Les mois passent et l'été touche à sa fin. On va arriver à l'équinoxe d'automne, au mois de septembre. Donc maintenant, le jour et la nuit sont à nouveau de même longueur. C'est comme tout à l'heure, si j'ose dire, sauf que maintenant le soleil est à notre gauche. Hein. Et puis, dernier trimestre, on va retourner jusqu'à au solstice, enfin oui, voilà, le solstice d'hiver. Donc c'est Noël, tout ça. Et maintenant, vous voyez que tout l'hémisphère nord est relativement dans l'ombre, hein, il n'est pas éclairé bien longtemps pendant la journée, c'est les jours les plus courts. Dans l'hémisphère sud, c'est le contraire. Voilà, au pôle nord, quelque part au milieu, là, c'est la nuit permanente. Voilà, donc je parlais du repère équatorial tout à l'heure. Avec un repère équatorial, c'est facile de dresser une carte des astres. Donc on s'aperçoit avec ce repère, en les posant, et on peut le vérifier en revenant sur le même astre régulièrement, on s'aperçoit que tous les astres sont fixes, sauf quelques-uns. Donc je parlais du Soleil tout à l'heure, mais il y a d'autres planétos, d'autres astres qui sont errants, donc on appelle les planètes. Donc vous connaissez probablement le nom des planètes. Hein. Alors il y en a qui sont très proches du Soleil, très difficiles à voir, c'est Mercure, qui est vraiment très difficile à observer parce qu'elle n'est jamais très loin du Soleil, donc elle est masquée par le halo du Soleil. Hein. Vénus par contre, on la connaît bien, c'est l'étoile du Berger, alors elle est toujours relativement proche du Soleil, mais quand même suffisamment éloignée pour qu'on la voie bien à certains moments. Notre Terre ensuite, la planète bleue, ensuite Mars la rouge, et puis viennent ensuite les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Alors pour l'instant, on voit bien qu'il y a des planètes dans le ciel, enfin on voit des trucs qui passent dans le ciel. On peut observer, si on dispose de jumelles, on peut observer des bonnes jumelles, on peut observer on devine les anneaux de Saturne, on voit bien les satellites de Jupiter. Mais pour l'instant, on ne sait pas quelle est la taille de la Terre, on ne sait pas non plus quelle est la taille de l'univers. On n'a aucune idée, aucun moyen de savoir pour l'instant. Si pour aller sur la Lune, c'est 2 jours de marche, ou si c'est 1 million de fois plus. Alors au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il y a un dénommé Ératosthène qui a mesuré les rayons de la Terre. Alors Ératosthène, c'était un grec d'Alexandrie en Égypte. Donc d'une part, Ératosthène a supposé que la Terre était une sphère. Bon, vous savez qu'au Moyen-Âge, beaucoup de gens croyaient que la Terre était plate.
Et Ératosthène, donc au IIIe siècle avant JC, a supposé, lui, que la Terre était une sphère. Alors, ce n'était pas forcément pour des raisons physiques particulières. Ératosthène s'est peut-être tout simplement dit que la Terre étant une création divine, ne pouvait être qu'une sphère qui est la figure parfaite à 3 dimensions. En tout cas, il a entrepris de mesurer le diamètre de cette sphère. Alors comment est-ce qu'il a procédé? Eh bien, il a supposé que le Soleil était quand même très loin et que les rayons du Soleil nous arrivent comme des parallèles. À partir de là, il avait entendu dire que dans la ville de Syène, dans le sud de l'Égypte, au moment du solstice d'été, là où le Soleil est au plus haut, eh bien, à midi, le Soleil est pile poil à la verticale. Et donc il y a des puits à Syène, et donc au fond d'un grand puits, un puits ça peut être profond, ça peut faire plusieurs dizaines de mètres de profondeur, eh bien le soleil éclaire le fond du puits, donc le soleil est vraiment à la verticale. Alors pour Ératosthène c'était facile avec un bâton de mesurer le même jour, le jour du solstice d'été, de mesurer l'angle des rayons du soleil par rapport à la verticale. Et il a trouvé 7 degrés. À partir de là, en appliquant quelques théorèmes de géométrie, les Grecs étaient férus de géométrie, il en a déduit que ces 7 degrés, c'était à la fois l'angle entre le soleil et la verticale d'Alexandrie, mais aussi l'angle vu du centre de la Terre entre Syène et Alexandrie. Donc à partir de là, on pouvait déterminer la taille de la Terre, il n'y avait plus qu'à mesurer la distance entre Alexandrie et Syène. Alors on peut imaginer la difficulté de l'entreprise, on ne sait pas bien comment il s'y est pris. Bon, apparemment les Égyptiens étaient très forts pour mesurer les distances à cause des crues du Nil, il fallait refaire le bornage des terres après chaque inondation, donc il y avait peut-être des gens qui avaient des pas réguliers, qui étaient capables de compter les distances simplement en marchant, ou enfin bon. Une autre légende dit qu'il s'était renseigné sur le nombre de jours qu'il fallait à une caravane pour faire le trajet de Alexandrie à Syène. Bon, il fallait corriger un peu aussi pour les caravanes n'avançant pas forcément en ligne droite, il fallait corriger la trajectoire pour projeter ça sur une ligne droite. Enfin bref, toujours est-il que notre brave Ératosthène a trouvé 250 000 stades pour le tour de la Terre, ce qui fait 6287 km pour le rayon de la Terre. Alors, je ne sais pas si c'est un coup de chance magistral ou quoi, mais c'est incroyablement proche de la vraie distance, puisque la vraie distance, c'est un peu moins de 6400 km, 6371 km pour le rayon de la Terre. Bon, sachant que le rayon de la Terre, si on cherche trop de précision, on ne sait plus ce que c'est, parce qu'évidemment, le rayon au niveau de l'Himalaya n'est pas le même qu'au niveau de la Vendée. Alors un autre moment fort dans l'histoire de l'astronomie, ce sont les lois de Kepler. Alors il y a un astronome finlandais ou norvégien, je ne sais plus, enfin un nordique en tout cas, qui s'appelait Tycho Brahe, qui a fait des observations multiples des planètes, qui a fait des tas de mesures, qui a consigné ça dans des tables. Cet homme a dû passer une partie importante de sa vie à faire ça. Il a amassé une quantité impressionnante de données. Et à partir de ces observations, donc Johannes Kepler a, je ne sais pas comment, inventé 3 lois qui décrivent le mouvement des planètes autour du Soleil. Il a posé donc 3 lois, c'est-à-dire qu'il a dit que le mouvement des planètes autour du Soleil obéissait à 3 règles. Donc il a déduites des observations de Tycho Brahe. La première loi de Kepler, les trajectoires des planètes sont des ellipses. Toujours. Alors les ellipses, ce sont des cercles
plus ou moins aplati. Un cercle, c'est un cas particulier de l'ellipse. Donc voilà une ellipse plus aplatie. Et alors les ellipses ont la propriété d'avoir non pas deux centres, on n'appelle pas ça des centres comme pour le cercle, mais deux foyers, donc ce sont des points particuliers. Et le soleil est nécessairement placé à l'un des foyers de l'ellipse, ce qui est illustré sur cette figure. Alors plus l'ellipse est aplatie, plus le foyer est près du bord. Donc voilà une troisième ellipse, vous voyez le foyer est encore plus près du bord. Celle-là, elle est encore plus aplatie. Donc toutes les trajectoires des planètes, d'après Kepler, d'après la loi qu'il pose, sont des ellipses. Deuxième loi, la surface qui est balayée par la planète, vue de la Terre, par unité de temps, vue du Soleil par unité de temps, est constante. Alors si on prend une planète qui tourne selon un cercle, eh bien on fait un top et puis on remarque que au bout de par exemple une semaine, la planète a couvert une certaine distance, donc un certain angle autour du Soleil. Elle a balayé la surface qui est marquée ici, en vert. Et bien si à un autre moment, on refait un top, la deuxième loi de Kepler dit que la surface verte est la même. Alors dans le cas d'un cercle, vu qu'on a tout le temps le même rayon, eh bien ça veut dire que la planète se promène autour du Soleil, toujours à la même vitesse. Elle balaye par unité de temps, toujours le même angle. Donc c'est un mouvement incroyablement régulier, c'est une vraie horloge que décrit la deuxième loi de Kepler. Les planètes tournent toujours au même rythme, de la même façon. Alors dans le cas des ellipses, il y a des variations sur la trajectoire, mais le temps mis pour faire un tour, lui, ne varie pas davantage. Alors voyons une ellipse très aplatie avec une planète. Bon, quand la planète est très loin, on obtient la surface verte entre deux tops. Et puis quand la planète est très près du Soleil, comme les bras en quelque sorte sont plus courts, il faut que l'angle soit plus important. Voilà, donc les deux surfaces vertes sont égales. Et ce que traduit cette image, c'est que lorsqu'une planète a une trajectoire qui est une ellipse très aplatie, lorsqu'elle est loin du Soleil, elle avance lentement, et plus elle est proche du Soleil, plus elle avance vite. Donc la deuxième loi de Kepler nous renseigne sur la vitesse de chaque planète à chaque moment de sa trajectoire. La troisième loi de Kepler, c'est une relation entre la période, c'est-à-dire le temps que la planète met pour faire un tour complet, et le grand axe de l'ellipse. Donc la période au carré est proportionnelle au grand axe à la puissance 3. Donc c'est une formule mathématique. Par exemple, si on est 2 fois plus loin du Soleil, eh bien l'année dure 2,8 fois plus longtemps. Donc la troisième loi de Kepler va permettre, à partir des observations des durées des années pour chacune des planètes, on sait que chaque planète met tant de temps à faire un tour, ça on peut le déterminer par l'observation, et bien à partir de là on peut savoir la valeur du grand axe de sa trajectoire par rapport à la nôtre. Et comme la plupart des planètes ont des trajectoires plutôt proches de cercles, pas très éloignées de cercles, ça nous donne une idée assez directe de l'éloignement des planètes les unes par rapport aux autres. Donc cette troisième loi de Kepler permet de se faire une idée de la répartition des planètes dans le système solaire et de leur distance les unes par rapport aux autres. Mais
on ne sait toujours pas quelle est la distance de la Terre au Soleil, par exemple. Donc on n'a pas, on sait que, mettons, Mars est 2 fois, enfin je sais plus quel est le chiffre, mais Mars est tant de fois plus éloigné du Soleil que la Terre, mais on ne connaît pas la distance de la Terre au Soleil ou de Mars au Soleil. Pour l'instant, ce n'est on a une idée du système solaire qui est relative. Voilà donc l'illustration de la troisième loi de Kepler. Eh bien, plus on est loin, plus on met de temps à faire un tour. Alors voici les... Si on dit que la distance de la Terre au Soleil c'est 1, on peut en déduire à partir des lois de Kepler la distance du Soleil si on connaît les périodes de révolution, le temps que met une planète pour faire un tour complet. Et on obtient ce tableau. Donc vous voyez que Mars est 1,5 fois plus loin que la Terre du Soleil, Jupiter 5 fois, Mercure par contre c'est même pas la moitié. Alors au passage, la planète la plus éloignée du Soleil c'est Neptune, 30 fois plus loin que la Terre, et 165 ans pour faire un tour. Alors à ce stade, on ne sait toujours pas quelle est la distance Terre-Soleil, hein, mais ça commence à se construire sérieusement, l'allure du système solaire. Alors là, on s'est aperçu qu'on pouvait faire des mesures par parallaxe. Je suppose qu'on commençait à avoir des instruments optiques suffisamment précis. Qu'est-ce que c'est que ça? Si on mesure la position d'une étoile dans le ciel là, par rapport à un point A, on va trouver un angle, une direction de visée qu'on va caractériser par 2 angles. Et puis, on se déplace, on se met à un autre point et on regarde la même étoile au même moment. Et comme on vise la même étoile mais pas du même endroit, on ne va pas tout à fait avoir la même direction. Et donc il va y avoir un petit angle qui sépare les deux lignes de visée. Si on connaît la distance entre les deux points d'observation, on peut très facilement trouver la distance entre ces points d'observation et l'étoile. Donc mesurer, déterminer la distance de l'étoile. C'est ce qu'on appelle une mesure par parallaxe. Donc la formule est très simple. Alors c'est comme ça qu'au XVIIe siècle, Picard, Cassini et Richer ont mesuré la distance de la Terre à Mars par parallaxe. C'était un moment où la Terre et Mars étaient aussi proches que possible l'une de l'autre. Elles étaient alignées. Donc c'était favorable, c'était une distance la plus petite à mesurer. Donc ces astronomes ont organisé une expédition pour aller mesurer la position de Mars dans le ciel un jour donné, à une heure donnée, etc. Par parallaxe, à faire cette mesure à l'autre bout de la Terre, et puis faire une mesure depuis Paris, et en comparant les deux mesures, en mesurant l'écart entre les deux visées, on a pu en déduire la distance entre la Terre et le Soleil. Et donc, on a pu en déduire la taille du système solaire, la distance de la Terre au Soleil, etc. Vous voyez ici une illustration voilà, de la mesure par parallaxe. En deux endroits différents, on mesure le même point. Et donc nos astronomes ont déterminé que la distance du Soleil à la Terre était de 130 millions de kilomètres. Alors 130 millions de kilomètres, c'est beaucoup. Et surtout, on ne savait pas jusqu'alors si c'était 50 kilomètres ou si c'était 10 milliards de milliards de milliards de kilomètres. On n'avait aucune idée, on n'avait aucun moyen de savoir combien c'était. Donc là, le chiffre tombe. Au passage, ils ont pas mal travaillé puisque la valeur actuelle,
c'est 150 millions de kilomètres, hein, mesurés avec les moyens modernes. 130 millions de kilomètres, ça fait des distances quand même considérables. C'est des distances qui ne sont pas humaines, c'est des distances qui sont complètement folles. Bon, si on voulait faire ça en carrosse, hein, avec un cheval, en faisant 30 km par jour, on obtient un nombre de jours pour la durée du voyage qui est absolument colossal. Bon. Donc le système solaire est énorme. Avec le même système, maintenant qu'on connaît la distance de la Terre au Soleil, les astronomes ne sont pas privés de répéter la chose, mais cette fois-ci en utilisant une variation de position beaucoup plus grande, puisque on a fait deux visées, une par exemple l'été sur une étoile, et puis une autre l'hiver sur la même étoile. Et là, cette fois-ci, la distance de la Terre au Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. Donc là, entre les deux visées, on a une très grande différence de position. Et donc ça permet de mesurer des distances beaucoup plus grandes, puisque le problème de la parallaxe, c'est quand on ne voit plus de différence, on n'est plus capable de mesurer une différence significative entre les deux visées. Donc on a pu déterminer comme ça la distance des étoiles les plus proches. Alors une autre chose assez fascinante, toujours au XVIIe siècle, donc Ole Christiansen Roemer s'est attaqué il est tombé sur la vitesse de la lumière. Alors il est tombé de quelle manière? Eh bien, il étudiait la variation des éclipses successives de Io, qui est un satellite de Jupiter. Alors d'après les lois de Kepler, Io tourne pratiquement sur un cercle autour de Jupiter. C'est une horloge, hein, il tourne avec une régularité sans fin, hein, ça tourne, ça tourne. Et donc, ce qui paraît complètement stupide, Ole Christiansen Roemer mesure le moment où Io disparaît derrière Jupiter, réapparaît sur le côté, voilà. Et il mesure de manière très précise les moments de disparition et de réapparition. Donc il trouve des choses très régulières. Bon. Et puis au bout d'un certain temps, qu'il fait ça, il trouve que ça se décale. Il trouve que il ne retrouve pas les écarts qu'il devrait retrouver. Et ça se décale d'autant plus que la Terre s'éloigne de Jupiter. Et puis quand la Terre revient plus près de Jupiter, ça, on retrouve à peu près les mêmes chiffres qu'au départ. Alors à partir de là, Ole Christiansen Roemer se dit, eh bien l'explication est peut-être que la lumière qui vient de Jupiter et de Io ne se transmet pas de manière instantanée, mais avance à une certaine vitesse. Donc à partir de cette hypothèse, il écrit quelques équations et il détermine quelle devrait être la vitesse de la lumière pour corriger ces variations qu'il observe. Alors c'est forcément une correction un peu statistique vu que ces mesures ne sont pas parfaites, mais notre homme trouve quand même, voilà, vous voyez les deux trajets différents de la lumière. Notre homme trouve environ 200 000 km par seconde. Bon, la vitesse moderne, si on peut dire, mesurée avec les moyens modernes, est très proche de 300 000 km par seconde. Alors 200 000 km par seconde ou 300 000 km par seconde, c'est une vitesse pareille, qui n'a rien d'humain, c'est une vitesse absolument colossale qu'on ne peut pas s'imaginer, mais ce n'est pas non plus une vitesse infinie, c'est une vitesse limitée. Et on verra, on apprendra plus tard avec Einstein que
la vitesse de la lumière est la vitesse la plus grande qu'un corps puisse atteindre. On ne peut pas aller au-delà. Alors cette vitesse de la lumière, on va l'utiliser en astronomie, vu qu'on a des distances absolument considérables. Au lieu de mesurer ça en kilomètres avec des nombres de zéros invraisemblables qui fait qu'on ne comprend rien, enfin ça ne nous parle pas quand on dit que telle étoile se trouve à tant de millions de kilomètres. Ouais. Et plutôt que de les mesurer comme ça, on va les mesurer en temps. On va les mesurer en temps-lumière. Combien de temps faut-il pour faire la distance? Alors par exemple, la distance de la Terre à la Lune, c'est 1 seconde, 3, un peu plus d'une seconde. La distance de la Terre au Soleil, c'est 8 minutes. Donc le Soleil tel que nous le voyons, en fait, l'image que nous avons du Soleil, c'est l'image du Soleil qu'il nous a envoyé 8 minutes avant. La lumière met 8 minutes à nous parvenir. Neptune, donc la planète la plus éloignée du Soleil, c'est 4 heures. 4 heures de lumière. L'étoile la plus proche de nous, qui est Alpha du Centaure, qu'on appelle aussi Proxima, c'est 4 années. Pendant 4 années, la lumière turbine pour arriver jusqu'à nous depuis Proxima. Donc on a maintenant, à partir du XVIIe siècle, on a une idée assez précise du système solaire, de la façon dont il est agencé, dont il fonctionne. On a une distance assez précise des étoiles, la position des étoiles les plus proches. Alors voici une petite animation. Vous voyez, on voit tourner, donc respectant les lois de Kepler, les 4 planètes les plus proches du Soleil, donc Mercure qui tourne comme une folle, je vais la remettre, Mercure, ensuite Vénus, puis la Terre en bleu et Mars en rouge. Et plus on est sur une planète qui est loin du Soleil, plus elle tourne lentement. Alors déjà, la Terre, c'est 150 millions de kilomètres du Soleil. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire une marche arrière, et on va aller beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière. Ça, c'est pour vous donner une idée de la taille du système solaire. On va s'éloigner de ce qui est déjà énorme ici, le système solaire intérieur. On va s'éloigner très vite, et on va voir passer les autres planètes. Voilà, donc là on vient de voir passer Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus. Et voilà les planètes intérieures là-bas, toutes petites, toutes lointaines. Je vous le refais un coup, allez. Les planètes intérieures, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus. Nous sommes tout petits dans le système solaire. Donc évidemment la vision religieuse qui a trôné pendant longtemps, qui disait que l'homme est le centre de l'univers, etc., etc. On s'aperçoit qu'on est une petite poussière au milieu de tout ça. Alors comme on l'a vu jusqu'à présent dans cette aventure astronomique, l'étude de l'univers s'est surtout appuyée sur des considérations géométriques, des mesures de distance, des mesures d'angle. Mais on va maintenant aussi, maintenant qu'on a commencé à s'intéresser à la lumière, on va aussi utiliser les propriétés de la lumière, de la matière, pour avancer dans la connaissance qu'on a de ce qu'est l'univers. Un exemple impressionnant, ce sont les étoiles céphéides. Donc dans la constellation, dans une région du ciel qui s'appelle la constellation de Céphée, pardon, eh bien, il y a des astronomes qui, alors au début du XXe siècle, s'intéressent à ça, prennent des photos et comparent les photos. Ça, ce sont 2 photos prises à 2 moments différents, à plusieurs jours d'intervalle.
Et comme ce sont des gens particulièrement méticuleux, bah, ils s'aperçoivent que sur ces photos, entre ces deux photos, il y a une différence. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, je ne dirais pas qu'elle saute aux yeux. C'est là, vous voyez les deux flèches rouges, et bien l'étoile qui se trouve au bout de la flèche rouge de gauche, ici elle est relativement lumineuse, alors que sur la photo de droite elle l'est beaucoup moins. C'est ce qu'on appelle une étoile variable. Alors au début on en a surtout observé dans la constellation de Céphée, puis après on s'est aperçu qu'il y en avait partout. Ces étoiles variables, ces céphéides, comme on les a appelées, ont été étudiées essentiellement au début par Henrietta Leavitt, et qui a remarqué que la période d'oscillation de la luminosité, la variation de la luminosité, se fait de manière périodique, et que cette période dépend de la quantité de lumière émise par l'étoile. Alors, la quantité de lumière émise par l'étoile et non pas la quantité de lumière que nous en recevons. Parce que bien entendu, nous recevons une quantité, une partie de la lumière émise par l'étoile. La plus grande partie de la lumière émise par l'étoile s'en va ailleurs que dans nos yeux. Donc, Leavitt a remarqué cela et elle en a déduit un moyen de calculer la distance d'une étoile. Eh bien, on observe sa variation au fur et à mesure que les jours passent. On détermine quelle est sa période de variation. À partir de la période, on en déduit la luminosité réelle intrinsèque de l'étoile. Et après, on va au télescope et on regarde comment cette étoile nous apparaît. Et si cette étoile nous apparaît très lumineuse, ça veut dire qu'elle est proche. Si elle apparaît très peu lumineuse, ça veut dire qu'elle est loin. Donc on fait un lien entre la luminosité apparente, celle de l'observation, et la luminosité absolue. Donc grâce aux céphéides, on a pu mesurer des distances qui commencent à être vraiment considérables, puisqu'on a pu mesurer des étoiles qui se situent jusqu'à 200 millions d'années-lumière. 200 millions d'années-lumière. Je ne sais pas si vous voyez le topo, ça. Bon, on avait adopté les années-lumière pour avoir des petits chiffres. Là, on se retrouve à nouveau avec des chiffres gigantesques. Tellement l'univers est immense. Alors, avec les céphéides notamment, on a pu étudier des objets tels que la Voie lactée. Donc la Voie lactée, c'est cette tache qu'on voit dans le ciel. Alors il y a des tas de modèles, des tas d'explications, des tas de légendes sur la Voie lactée. Vous savez que pour les Grecs, c'était Jupiter bébé qui avait lâché le sein de sa mère et a mis du lait partout dans le ciel. Donc ce qu'on admet aujourd'hui comme forme, ça s'est construit tout au long du XXe siècle. C'était une question très compliquée de déterminer la forme de la Voie lactée, sa forme géométrique, donc en mesurant les distances de tout un tas d'étoiles à l'intérieur. Donc finalement, on en est où? La Voie lactée compte à peu près 100 milliards d'étoiles et elle a un diamètre d'environ 100 000 années-lumière. Nous, notre Terre et notre Soleil, on se trouve plutôt vers un bord. On n'est pas du tout vers le centre de la Voie lactée. Alors la Voie lactée, c'est quoi? C'est essentiellement un disque. Donc on a vu cette animation, je vais vous l'expliquer. C'est un disque, donc quand on voit le disque, au début on est au-dessus, on est dans notre vaisseau spatial, on voit le disque de la Voie lactée, c'est une espèce de camembert, si vous voulez, un camembert un peu aplati. On voit ce disque de loin, on voit ce camembert, et puis ce que va faire notre vaisseau spatial, c'est qu'il va se rapprocher, il va rentrer à l'intérieur de ce disque. Alors on peut rentrer facilement parce que c'est un disque qui est formé d'étoiles, et entre les étoiles, il n'y a rien. Donc on peut très bien rentrer à l'intérieur de la Voie lactée et s'y promener.
Donc là, nous sommes au-dessus de la Voie lactée, et là, nous commençons à arriver avec notre vaisseau spatial, à rentrer dans le disque. Voilà, et maintenant nous sommes à l'intérieur du disque. Et comme on est à l'intérieur du disque, je vais la remettre une dernière fois. Comme on est à l'intérieur du disque, ben, on observe deux choses. D'une part, on voit le disque par la tranche. Donc c'est là que les étoiles sont les plus nombreuses, les plus fortes, c'est là qu'on a la plus grande brillance. Mais maintenant, quand on regarde autour, à l'extérieur de ce disque, eh bien on voit des étoiles partout. Ce sont les étoiles du disque qui sont autour de nous. Alors voilà une image de la Voie lactée. Donc c'est pas une simple photo, hein, c'est un montage constitué à partir de plein de photos rassemblées ensemble. Donc voilà le camembert de la Voie lactée tel qu'on peut l'observer dans le ciel. Donc on observe, donc c'est un camembert bien aplati, hein, mais on voit bien quand même cette zone beaucoup plus lumineuse au centre, hein, ce disque, avec un bulbe très lumineux au centre. Donc c'est ça qu'on voit la nuit dans le ciel. On ne voit pas forcément si bien que sur cette photo, bien sûr, faite avec des télescopes. Alors notre galaxie, notre Voie lactée, donc qui est un ensemble d'étoiles, un disque d'étoiles, est en fait très semblable à une autre galaxie qui s'appelle la galaxie d'Andromède, et qui est pas loin de nous. Elle est seulement à 2 millions d'années-lumière. C'est la grande galaxie la plus proche de la nôtre, la voisine, quoi. Donc voilà une photo faite par le télescope Hubble de la galaxie d'Andromède. Alors la galaxie d'Andromède, c'est la seule galaxie la nuit qui soit visible à l'œil nu, mais alors il faut avoir une bonne vue, il faut des très bonnes conditions, hein. Par contre, avec une paire de jumelles, on arrive à voir le halo central de cette galaxie. Mais pour avoir ce genre de définition, évidemment, il faut un télescope du genre Hubble, hein. Avec un petit télescope amateur, on n'a pas du tout ça, hein. Donc voilà à quoi ressemble probablement d'assez près notre Voie lactée quand on n'est pas à l'intérieur d'elle, mais quand on est à l'extérieur et qu'on l'observe vu du dehors. Alors on s'est aperçu, à force d'observer le ciel, que les galaxies, il y en a énormément. On estime aujourd'hui leur nombre à environ 100 milliards. Donc l'univers est vraiment immense, hein. On était parti, vous vous rappelez, à l'époque des Grecs, bon, il y avait la Terre, il y avait le char du Soleil qui se levait le matin, qui se couchait le soir, et les étoiles, c'était des trous dans un tissu. Bon, on se retrouve maintenant avec des galaxies, bon, les galaxies comme les nôtres, c'est 100 milliards d'étoiles, et on arrive à quelque chose comme 100 milliards de galaxies. Ça fait un paquet d'étoiles. Alors voilà un petit montage. Alors là, c'est pas de moi la vidéo, c'est pas moi qui l'ai faite. J'ai trouvé ça sur internet, hein. Donc là, c'est l'observation du ciel telle qu'on peut la faire à l'œil nu quand il fait très clair. Mais là maintenant, on zoome et on va regarder plus loin, de plus en plus loin. Donc on passe certaines étoiles, les étoiles les plus proches. On s'aperçoit que là-bas, il y a encore des étoiles. Et on avance, on s'enfonce dans l'univers. On va de plus en plus loin à la recherche de ces galaxies lointaines. Alors là, on voit des galaxies, hein, on en voit passer. Mais en fait, les galaxies les plus lointaines, c'est pas les grandes galaxies blanches qu'on voit. Il y en a plein, il y en a énormément, mais elles sont très loin. Donc on va zoomer, on va continuer à avancer.
va avancer. Donc c'est ce que font les astronomes avec leurs grands télescopes. Et vous voyez, on arrive à voir des galaxies comme ça, tellement loin. Et vous avez peut-être remarqué qu'elles sont toutes très rouges. Alors dans l'espace, il n'y a pas que des étoiles, il y a aussi des nuages, des grands nuages, des nuages de poussière, des nuages de gaz. Bon, l'univers est fait essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Bon, en gros, 3/4 d'hydrogène, 1/4 d'hélium, hein, pour simplifier. L'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant dans l'univers. Alors, pour ceux qui disent que l'hydrogène sur Terre, c'est le carburant de l'avenir, il y a juste un tout petit problème, c'est que l'hydrogène libre, l'hydrogène qu'on peut utiliser comme carburant, il n'y en a pas sur Terre, l'hydrogène est toujours combiné à autre chose. Enfin, c'est un autre sujet. Donc voici un exemple de figure qu'on trouve dans le ciel. Là, c'est la nébuleuse de la tête de cheval, donc qui est formée par des nuages de gaz et de poussière. Alors il y a des choses extraordinaires. Quand on a des grands télescopes, on peut observer ce genre de choses. Tout ça, c'est là-haut, dans notre ciel, dans notre univers. Alors concernant la lumière, on a déjà vu que on avait déterminé au XVIIe siècle la vitesse de la lumière. Toujours au XVIIe siècle, Huygens, lui, a eu une intuition. Il a pensé que la lumière était une onde, c'est-à-dire une oscillation de quelque chose, une oscillation qui se propage. Alors, une définition, la longueur d'onde, bah, c'est la distance entre deux crêtes ou entre deux vallées pour une onde donnée. Et ça, c'est une des caractéristiques d'une onde. Alors, les ondes, ce ne sont pas les ondes qui se déplacent. Il faut bien voir que ce n'est pas de la matière qui se déplace. Alors, un petit exemple d'onde, alors c'est une onde qu'on appelle solitaire. Et imaginons un embouteillage entre Paris et Lyon, donc il y a des voitures qui sont là, queue à queue, personne n'avance, et sur l'autoroute, tout est bloqué. Et puis voilà qu'à un moment donné, la voiture qui se trouve à Lyon, la première, avance. Elle avance de 20 mètres. Et à partir de là, chaque voiture va se mettre à avancer de 20 mètres. Alors vous voyez que les voitures, elles se déplacent de Paris vers Lyon, mais il y a quelque chose là qui est en train de se déplacer de Lyon vers Paris. Ce quelque chose qui se déplace de Lyon vers Paris, ce n'est pas de la matière, c'est une onde. Là, on pourrait dire que c'est une onde qui dit à chaque voiture qu'elle touche, vas-y, avance. Alors une fois que chaque voiture a avancé, mettons, de 30 mètres, à l'échelle de Paris-Lyon, on ne se trompe pas beaucoup en disant que les voitures n'ont pas bougé, quasiment pas. Et pourtant, il y a quelque chose, il y a un signal, il y a un changement qui a voyagé de Lyon à Paris. Et cette onde qui a voyagé de Lyon à Paris, elle a voyagé à sa propre vitesse. Elle va peut-être mettre, par exemple, 3 heures à aller de Lyon à Paris. C'est des choses qu'on peut observer assez facilement. Quand vous avez des embouteillages, vous pouvez observer ces ondes de démarrage et la façon dont elles remontent la file de véhicules. Alors la lumière, par exemple, c'est une onde qu'on appelle électromagnétique. Et la meilleure preuve que ça n'a pas besoin de matière, c'est que la lumière se déplace. La lumière n'a aucun problème pour traverser le vide. La lumière n'a pas besoin de matière pour avancer. Donc comme c'est rond dans l'eau, la lumière est une onde, c'est une déformation, c'est le déplacement d'une déformation. Vous voyez que les ronds dans l'eau, quand ils se touchent, quand ils s'interpénètrent, c'est pas du tout comme des cerceaux qui viendraient se taper l'un dans l'autre. Il n'y a pas de problème, ils s'interpénètrent sans aucune difficulté. D'ailleurs, si vous mettez un bouchon sur l'eau,
avec des ronds comme ça, vous ne verrez jamais votre bouchon être entraîné par le bouchon. Lui, il se contente de monter et de descendre, le calmant, mais le bouchon reste là où il est. Alors en général, la lumière est la superposition de beaucoup d'ondes. Et on peut décomposer cette lumière en ondes élémentaires avec un prisme. Alors tout ça, ce sont des recherches qui ont été faites, notamment au XVIIe siècle. Newton, par exemple, a travaillé sur l'optique. Donc avec un prisme, on peut décomposer, par exemple, la lumière du soleil, et on va trouver que la lumière du soleil est faite de lumières élémentaires qui sont chacune caractérisées par une couleur. Donc vous connaissez, c'est le même principe que l'arc-en-ciel. Ça va du rouge au violet en passant par l'orangé, le jaune, le vert, etc. Au passage, vous voyez les longueurs d'onde, ce sont les chiffres du bas. Le rouge, c'est autour de 800 nanomètres. Le violet, c'est autour de 400 nanomètres. Donc la longueur d'onde, pour toute la lumière que nous pouvons voir avec nos yeux, finalement, ne varie pas beaucoup. Ça va de 800 à 400. Mais alors, qu'y a-t-il au-delà? Qu'y a-t-il à gauche? Qu'y a-t-il à droite? Donc c'est une question qui n'est pas au sujet de cette conférence, donc on va continuer là. Donc Fraunhofer, en 1814, on est maintenant au 19e siècle, en observant de manière précise le spectre du Soleil, s'est aperçu qu'il y avait des zones noires, il y avait des trous dans le spectre de la lumière solaire. Le spectre, c'est la lumière décomposée, comme on l'a vu. Donc il a identifié des raies, ce qu'on appelle des raies d'absorption, donc des longueurs d'onde pour lesquelles il n'y a pas de lumière, pour lesquelles au moins il y en a beaucoup, beaucoup moins, donc des zones sombres au milieu de tout ça. Pourquoi? Alors l'explication, eh bien, il va falloir l'attendre longtemps. L'explication, elle vient des propriétés de la matière. Donc au XVIIIe siècle, Lavoisier avait établi que l'air était composé d'oxygène et d'azote. Il avait aussi montré qu'on pouvait décomposer l'eau en hydrogène et en oxygène. Autrement dit, un corps comme l'eau, par exemple, est en fait constitué de corps différents les uns des autres, comme l'hydrogène et l'oxygène. Et après, quand on s'échine à décomposer l'hydrogène ou à décomposer l'oxygène, on n'y arrive pas. Et donc on va supposer que l'hydrogène et l'oxygène sont ce qu'on appelle des corps simples, des corps non décomposables. Donc toujours au cours du 19e siècle, mais nettement plus tard, donc un savant russe qui s'appelle Mendeleïev, bon il n'était pas le seul à travailler là-dessus à ce moment-là, a proposé un tableau pour classer les éléments, c'est-à-dire les corps simples qu'on avait connus. Mendeleïev a remarqué que il y avait une espèce de périodicité dans les propriétés des corps. Et donc il les a classés, et il a même laissé de la place pour des corps non encore découverts, en prévoyant leurs propriétés, en disant bah, si le corps qui est dans cette case-là, il aura telle propriété. Alors voilà le tableau moderne de Mendeleïev. Maintenant, depuis le temps, on a comblé tous les trous, on a trouvé tous ces corps simples, tous ces éléments rassemblés dans ce tableau. Alors ça va de l'élément le plus simple, hein, l'hydrogène, qui comporte un seul électron, donc qui a pour numéro atomique 1. Et ça va même plus loin, mais pour les corps stables, ça va jusqu'ici à l'uranium 92, donc 92 électrons, qui est le corps le plus lourd, le plus compliqué, qui est celui qui a le plus d'électrons, et qui soit relativement stable. Donc tous ces corps
ont chacun un numéro atomique qui va de 1 à 92, et ils sont rangés par colonne, donc 1 pour l'hydrogène ici, 2 pour l'hélium là, 3 pour le lithium, le beryllium, etc. Ça c'est le carbone, l'azote, l'oxygène. Bon. Et ce qu'avait remarqué Mendeleïev, c'est que par exemple, tous les corps qui sont ici, dans cette colonne, ont des propriétés très semblables et très différentes de tous ceux qui sont dans cette colonne-là, qui ont tous des propriétés très semblables, mais qui ont des propriétés très différentes de ceux qui sont dans cette colonne-là, et ainsi de suite. Donc petit à petit, au cours du 19e siècle, on a identifié tous les corps simples, donc notamment l'hydrogène et l'oxygène, ce qui nous intéresse ici. Alors, toute la chimie, finalement, ce ne sont que des combinaisons, recombinaisons de corps simples. Donc voilà, voici une réaction chimique que vous connaissez tous, forcément. Alors bon, j'habite en Bourgogne, donc les Bourguignons connaissent ça par cœur, même s'ils ne connaissent pas la formule. C'est la réaction qu'on appelle la réaction de production d'alcool, hein. Donc vous mettez du sucre, vous le mettez à fermenter, et la fermentation alcoolique va vous donner, donc le sucre c'est ça, hein, c'est 6H12O6, et ça vous donne 2 molécules d'alcool et 2 molécules de CO2. Ce qu'on peut voir dans cette réaction, donc ce qui est la base de la chimie, hein, c'est que vous avez à gauche et à droite de la flèche le même nombre d'atomes de carbone, le même nombre d'atomes d'hydrogène, le même nombre d'atomes d'oxygène. On n'a que des recombinaisons, pour ce qui faisait dire à Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée. Eh bien, revenons à notre spectre du Soleil, avec ces bandes d'absorption. Eh bien, ces bandes d'absorption, on y retrouve, maintenant qu'on a identifié les éléments, qu'on a étudié leurs propriétés, et notamment on s'est aperçu que l'hydrogène absorbait la lumière à certaines fréquences, que l'oxygène absorbait la lumière à certaines fréquences. Eh bien, on trouve dans la lumière du Soleil les raies d'absorption caractéristiques de l'hydrogène, notamment la raie qu'on appelle H, F et C. Dans la lumière du Soleil, on trouve aussi les raies caractéristiques de l'hélium, avec les raies D, grand D et petit d. Et puis on y trouve les raies caractéristiques de l'oxygène, petit a, grand B et grand A. Donc ce que ça veut dire, c'est que en regardant, en analysant de manière précise les raies de la lumière qui nous provient d'une étoile, on va pouvoir trouver la composition chimique de cette étoile, c'est-à-dire savoir de quels éléments elle est composée. Et plus, évidemment, l'élément est abondant, plus les raies d'absorption sont intenses. Donc, en analysant la lumière du Soleil, on en déduit que en gros, pour simplifier, le Soleil est constitué de 3/4 d'hydrogène et de 1/4 d'hélium. En fait, il y a un petit peu d'oxygène aussi, et puis il y a aussi un petit peu de plein de choses, mais en quantité encore plus faible. Donc on sait maintenant, en observant les étoiles, en analysant leur lumière, déterminer de quoi elles sont faites. Voilà maintenant au XXe siècle, bien avancé, on avait vu Leavitt tout à l'heure avec les céphéides, et donc Hubble prend la suite, et reprend, utilise notamment les travaux de Leavitt. Donc il observe les raies d'hydrogène et d'hélium dans les astres, et notamment dans les galaxies lointaines, et il retrouve bien les bonnes raies, il retrouve les caractéristiques de l'hydrogène et de l'hélium, sauf que ces raies ne sont pas au bon endroit sur le spectre.
elles sont décalées vers la gauche, elles sont décalées vers le rouge. Alors au début, Hubble doute, il vérifie, il contrôle, il dit qu'il a fait des fausses manips, etc. Enfin, bon. Et au bout d'un certain temps, il est quand même devant le fait accompli, ça semble bien réel, ce décalage vers le rouge. Alors il pense à plusieurs hypothèses, peut-être que la lumière se fatigue, donc peut-être que il se passe telle ou telle chose, et puis finalement, l'hypothèse qui semble la plus opérante, la plus simple, la plus efficace, c'est de supposer que c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler, c'est-à-dire le fait que plus une source lumineuse s'éloigne vite, et plus la lumière qu'elle émet nous paraît rouge. Ça veut dire, la conclusion de Hubble va être que plus les objets qu'on observe sont loin, et plus ils s'éloignent de nous à grande vitesse. Ça veut dire que l'univers est comme un ballon qu'on gonfle. Bon, pour prendre une image, là on a des petites taches dessinées sur la surface d'un ballon. Si on gonfle le ballon, les petites taches s'éloignent, et elles s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont plus loin au départ. Alors ça a une conséquence énorme en termes de vision de l'univers. Ça veut dire que l'univers serait en expansion. L'univers est en train de grandir, et pas qu'un petit peu, puisque plus on s'éloigne, plus ça grandit vite. Mais alors si l'univers est en train de grandir, ça veut dire que si on remonte le temps, l'univers est de plus en plus petit. Et s'il est de plus en plus petit, il y a un moment où il était tout rikiki. Donc ça a été un pavé dans la mare de l'astronomie. Bon, ça a été un traumatisme sûrement pour tous les astronomes, d'être placé devant cette hypothèse, cette idée, pardon, que l'univers n'avait pas toujours été comme il était, que la vision qu'avait apportée, excusez-moi j'ai un trou, la vision qu'avait apportée Kepler, qui était que l'univers est un mécanisme d'horlogerie. Oui, d'accord, c'est un mécanisme d'horlogerie, mais ça ne suffit pas à le décrire. L'univers a aussi une histoire. L'univers est peut-être bien né à un moment donné. Il a commencé un jour. Donc vous avez tous entendu parler de la théorie du Big Bang. Alors il y a plusieurs théories du Big Bang, il y a plein de variations. C'est pas une théorie qui est admise par tout le monde, c'est beaucoup discuté, mais c'est quand même une théorie qui apporte beaucoup de choses et qui est assez féconde, et parce qu'elle amène à ouvrir sur un certain nombre de points. Donc la théorie du Big Bang, c'est quoi? Eh bien l'univers est parti, est né d'un point chaud, d'un point quasiment infiniment chaud, pas infini mais presque, un endroit avec une énergie absolument considérable, et à partir de ce point, de cette explosion initiale, l'univers a commencé à croître, à grandir, donc à se refroidir. Alors, dans un premier temps, il n'y a que de l'énergie, ce sont des températures tellement élevées que rien ne peut exister à part de l'énergie pure. Alors, il y a toute une phase qu'on appelle la phase d'inflation. Bon, non, je ne parlerai pas trop. C'est une phase dans laquelle l'univers se met à grandir de manière extrêmement rapide, et donc à se refroidir. Et au bout d'un temps très long, la matière peut commencer à apparaître. On peut avoir des atomes de la matière, donc des atomes qui se forment, des particules, enfin pas des atomes pour l'instant d'ailleurs, uniquement des particules. Mais ces particules, aussitôt qu'elles sont créées, sont détruites tellement le rayonnement d'énergie est délétère, tellement c'est violent.
Donc tout ça, toute cette soupe grandit, se refroidit, etc. Et au bout d'un moment, la matière va finir par l'emporter, si on peut dire, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir exister de manière permanente. Et ça va être suffisamment froid pour que les différentes particules puissent s'assembler entre elles et commencer à former vraiment des particules de matière, des éléments, et ensuite des molécules, hein, des atomes et des molécules. Alors une des questions récurrentes que se sont posées tous les astronomes pendant des siècles ou des millénaires, c'était mais comment fonctionne le Soleil? Alors, bon, tant qu'on a accepté la réponse, eh bien le Soleil c'est le char d'Apollon, bah tout va bien, ok. Et après, ça a paru insuffisant comme explication, on s'est posé la question, mais quel est comment le Soleil, c'est cette espèce de feu qui nous chauffe beaucoup, mais c'est quoi ce feu? Comment est-ce qu'il brûle? Il faut une quantité de bois invraisemblable pour faire marcher ça. Bon. Donc comment fonctionne le Soleil? Comment fonctionne une étoile? Alors ce n'est que dans les années 20 qu'on a identifié le processus qui produit l'énergie du Soleil et qui est un processus nucléaire. Donc c'est pas de la chimie, parce que là, dans la chimie, on disait tout à l'heure que les atomes, chacun des atomes reste intact. Dans les processus nucléaires, on casse les atomes, hein, enfin en tout cas on les transforme. Alors comment fonctionne une étoile? Bon, on va revenir chez ce cher Isaac Newton. Vous savez que Newton avait proposé la loi de la gravitation universelle, où il se posait la question pourquoi est-ce qu'une pomme tombe et que la Lune ne tombe pas? Donc, vous connaissez la réponse, la Lune tombe elle aussi, sauf qu'elle tombe toujours à côté de la Terre, elle la rate à chaque instant, tandis que la pomme qui est près de la Terre tombe dessus. Et la théorie de Newton, qui est une théorie, qui est une création d'esprit absolument incroyable, remarquable, est utilisée sans rival, elle est considérée comme étant la vérité, la grande loi de description de l'univers, jusqu'à l'arrivée d'Einstein. Alors, à tel point que bon, un scientifique au XIXe siècle qui aurait voulu remettre en cause la théorie de Newton se serait fait traiter d'abruti. Si vous lisez des livres de philosophie, par exemple, jusqu'au XIXe siècle inclus, on citait la loi de Newton comme étant un exemple de grande réussite du génie humain qui avait découvert comment fonctionne l'univers, qui avait trouvé la loi, la grande loi que Dieu avait mis en place pour faire fonctionner l'univers. D'une certaine manière, mettre cette loi en cause, c'était remettre Dieu en cause. Alors cette loi a finalement été relativement supplantée, en tout cas elle a été complétée par la relativité générale d'Albert Einstein, publiée en 1915. La loi Newton, elle marche très bien, bon, elle fonctionne en synergie avec les lois de Kepler. Elle fonctionne impeccablement, sauf au niveau du système solaire pour une chose qu'elle n'explique pas, c'est la trajectoire de Mercure. La trajectoire de Mercure n'est pas conforme aux lois de Kepler, elle n'est pas conforme à la loi de gravitation de Newton. Et notamment, la théorie d'Albert Einstein explique parfaitement la trajectoire de Mercure. Alors, on laisse tomber tout ça. Qu'est-ce que c'est en gros que la loi de Newton? Eh bien, c'est que les masses s'attirent. Donc, si vous avez des corps comme ça, eh bien, ils s'attirent les uns les autres. Et ils s'attirent d'autant plus qu'ils sont proches les uns des autres. Et ils s'attirent d'autant plus qu'ils sont gros. Et celui qui est le plus gros ne fait pas beaucoup de chemin. C'est le petit qui va faire le gros chemin pour aller vers le gros. Le résultat de la loi de Newton, c'est que quand on a des corps comme ça, les uns près des autres, à moins qu'il y ait quelque chose qui les éloigne, comme une force centrifuge, eh bien, les corps vont petit à petit s'agglutiner
et s'amasser. On va avoir une concentration de matière, on va avoir des particules ou des atomes qui vont être sans cesse de plus en plus rassemblés dans une zone limitée. Voilà, il n'y en a plus qu'un, on va attendre qu'il rentre dans le giron de la Grande. Il est loin, donc il n'a pas beaucoup d'attraction, mais il en a une quand même, et il va finir par faire le chemin. Donc ça, c'est la loi de Newton. Bon, la relativité d'Einstein est plus subtile, mais bon, elle aboutit strictement au même résultat pour un exemple simple comme celui-là. Et voilà, toute la matière est maintenant rassemblée au centre. Alors comment fonctionne une étoile? Eh bien, on a vu tout à l'heure qu'il y avait dans l'univers essentiellement de l'hydrogène. Donc il y a l'hydrogène, eh bien, à moins que par une chance incroyable, dans une zone donnée, l'hydrogène soit exactement réparti partout pareil, enfin. En général, il y a des endroits, il y en a, c'est un peu plus dense, des endroits, c'est un peu moins dense. À partir de là, l'endroit où c'est un peu plus dense va commencer à attirer les choses autour de lui, et petit à petit, toute cette masse d'hydrogène va se concentrer. En se concentrant, elle va s'échauffer. Et il va arriver un moment où elle atteint 10 millions de degrés. Quand on atteint 10 millions de degrés avec de l'hydrogène, il se produit une réaction nucléaire, donc une réaction qui modifie les atomes eux-mêmes. Cette réaction nucléaire, ce qu'on appelle la fusion de l'hydrogène. En gros, pour simplifier, 4 atomes d'hydrogène donnent naissance à un atome d'hélium et à beaucoup d'énergie. Donc à partir du moment où l'étoile s'allume, elle se met à rayonner de la lumière, de l'énergie vers l'extérieur, et ça va stabiliser toute la matière qui se trouve à la périphérie, donc qui va être repoussée vers l'extérieur, et donc l'étoile va conserver sa forme. Donc on a quelque chose de tout à fait stable, on produit de l'énergie, on produit de la lumière, et l'étoile ne bouge pas, elle garde à peu près la même forme. Donc ça va durer un certain temps, puis au bout d'un moment, eh bien, on a bouffé un peu tout l'hydrogène qu'il y avait au cœur, hein, puisque la réaction s'est produite essentiellement au cœur de l'étoile. La température la plus grande, c'est au cœur. Sur la périphérie, il y a toujours l'hydrogène, mais cet hydrogène n'est pas à 10 millions de degrés, donc il ne peut pas fusionner. Donc, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Il n'y a plus beaucoup d'hydrogène au centre, l'étoile s'est effondrée sur elle-même, elle recommence son effondrement, elle recommence à monter en température. Et là, une réaction va s'allumer dans les couches plus périphériques. Ça va donner naissance à ce qu'on appelle une géante rouge, parce que là, cette fois-ci, la réaction se fait plus loin du centre, et donc l'hydrogène, toute la matière, va être repoussée par le rayonnement qui est produit. L'étoile va prendre une forme beaucoup plus grande. Donc cette étoile, en tant que géante rouge, va encore vivre un certain temps, jusqu'au moment où la réaction finit par s'épuiser faute de carburant. Et là, l'étoile s'effondre sur elle-même, la température augmente de façon colossale. Quand on arrive à environ 100 millions de degrés, il y a une nouvelle réaction nucléaire qui se produit, qui produit la fusion de 3 atomes d'hélium en carbone. Donc l'étoile va se mettre à produire non plus de l'hélium, mais du carbone et aussi de l'énergie. Pardon. Une fois que l'étoile retrouve sa stabilité, et puis une fois qu'elle a mangé la baraque, eh bien, on retrouve le même système que tout à l'heure. Elle repart sous forme d'une géante rouge. Et au bout d'un moment, là, il n'y a plus tellement de carburant à se mettre sous la dent. Donc l'étoile s'effondre, et là, cette fois-ci, elle s'effondre définitivement et elle explose. Il ne reste plus qu'un petit noyau au milieu,
un petit cœur de rien du tout, et le reste de la matière a été expulsé dans cette explosion. Donc ça, c'est une photo prise par satellite, hein, d'une nébuleuse solaire. Donc tout à fait au centre, eh bien, il y a les résidus de l'étoile primitive, et toute la matière a été expulsée. Donc c'est ainsi que finissent souvent les étoiles. Alors il y a plusieurs processus, hein, en fait, j'ai simplifié, il y a plusieurs séquences, hein, dans la manière dont une étoile peut fonctionner. Mais ça, c'est très très courant. Donc le résultat de ce processus, c'est que on s'est aperçu que les étoiles étaient les endroits où la matière que nous connaissons, donc tout le tableau de Mendeleïev avec le carbone, l'oxygène, le fer, le zinc, toutes les terres rares dont nous avons besoin pour nos portables, etc. Tous ces éléments sont élaborés dans les creusets que sont les étoiles. Et jusqu'à, bien sûr, tous les éléments dont nous sommes constitués. Nous sommes constitués essentiellement vous savez, d'eau, c'est-à-dire d'hydrogène et d'oxygène, et puis aussi de carbone, et puis aussi de fer, et puis aussi de magnésium, etc. Eh bien, nous sommes constitués d'éléments qui ont été élaborés par les étoiles. Donc voilà un peu où on en est aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres choses dont on pourrait parler. J'ai voulu prendre quelques éléments significatifs et qui m'ont particulièrement intéressé personnellement. Voilà où on en est. Ce qui est sûr, c'est que contrairement à ce qu'on disait fin du 19e siècle, où un savant dont j'ai oublié le nom a dit que la tâche de la science était finie, que ça y est, on savait tout, qu'il ne restait plus pour les générations futures qu'à affiner un peu quelques décimales. Aujourd'hui, au 21e siècle, on a une optique complètement différente, et on a beaucoup progressé dans la vision de l'univers que nous avons. Mais plus nous progressons et plus nous pouvons mesurer l'immensité de tout ce que nous ne savons pas. Simplement deux exemples. Aujourd'hui, on s'aperçoit, donc en utilisant toutes ces théories que je vous ai présentées et toutes ces observations, quand on utilise ça, quand on calcule à partir de là, on s'aperçoit que à peu près 70-80% de la matière qui existe, d'après nos calculs, eh bien, on n'a aucune idée de ce que c'est, ça ne correspond pas à la matière qu'on connaît, ce ne sont pas des étoiles, ce ne sont pas des nuages, on ne sait pas ce que c'est. Donc il y a un grand mystère, ou bien nos théories sont complètement fausses, ou il y a quelque part de la matière qu'on ne connaît pas, et cette matière noire, elle est en beaucoup plus grande proportion que la matière qu'on connaît. Et puis en termes d'énergie, c'est encore pire, là il y a à peu près 90% d'énergie noire, c'est-à-dire que 90% de l'énergie qui existe dans l'univers, on n'a aucune idée de ce que c'est, on n'a aucune idée d'où ça se trouve, de la forme que ça revêt, et donc toutes les connaissances que nous avons accumulées, nous les humains, sur ces milliers d'années, nous amène sans cesse à de plus en plus de questions. Voilà, donc l'astronomie, c'est un lieu de découverte, c'est un lieu de contemplation, et c'est aussi c'est devenu vraiment aujourd'hui un lieu de questionnement. Voilà, bah j'arrête, ça fait 1h30 que je parle, j'ai plus de voix, j'arrête ici, bah, j'espère que ça pourra intéresser quelques-uns d'entre vous. À une prochaine sur d'autres thèmes.